Radio J. Radio J. Géopolitique le MAG. Steve Nadjar. Radio J. Bonsoir Léa Landman. Bonsoir Steve. Et merci de nous rejoindre. On vous retrouve pour votre chronique géopolitique. Et cette semaine, Léa, vous vous intéressez à l'Égypte. Léa, comment réagissent les autorités égyptiennes à l'entrée militaire israélienne à Rafah ? Alors, il faut d'abord savoir que les Égyptiens sont vraiment furieux. Si depuis le début de la guerre, l'Égypte s'est montrée très dure envers Israël, ne condamnant qu'à moitié les actions du Hamas, ils ont aussi été très clairs sur la résilience de la paix avec Israël. Maintenant, avec l'entrée de Tsahal dans le corridor de Philadelphie, qui sépare donc Gaza de l'Égypte, certains Égyptiens y voient une violation du traité de paix de 79. Donc l'entrée à Rafah, en fait, entraîne Israël et l'Égypte à un point de tension vraiment sans précédent. Depuis le début des négociations entre Israël et le Hamas, on a surtout souligné le rôle du Qatar. Alors la contribution de l'Égypte aux négociations à la libération des otages est irremplaçable. En fait, sa frontière avec Gaza, ses liens directs avec les différentes factions, la pression qu'elle peut exercer sur elle, les intérêts sécuritaires qui convergent vraiment avec ceux d'Israël. Et contrairement au Qatar, chose intéressante, l'Égypte partage également l'aversion fondamentale d'Israël pour le Hamas et pour le modèle frériste qu'il représente. Et comme l'a très bien analysé le FDD, c'est un think tank conservateur américain, oui. Après une décennie de stagnation dans les négociations israélo-palestiniennes, en fait, le rôle de l'Égypte en tant que médiateur a vraiment diminué. En parallèle, on a Ankara, Doha et Téhéran qui contestent en fait le rôle et l'influence de l'Égypte en finançant le Hamas, en hébergeant ses dirigeants et en entraînant ses troupes. Donc, l'Égypte ne s'est pas retirée du jeu, mais son rôle était principalement celui de médiateur, en fait, entre le Hamas et Israël après chaque cycle de combat. De plus, et ça aussi c'est hyper intéressant, la marginalisation régionale de l'Égypte s'est intensifiée après les accords d'Abraham. Les nouveaux partenaires de normalisation d'Israël se sont écartés nettement du modèle de paix froide que le Caire avait dicté. Donc Washington et Jérusalem ont travaillé dur pour élargir le cercle de la normalisation et ont accordé beaucoup moins d'attention aux premiers pays arabes qui avaient ouvert la voie en fait. Bon, cependant, la réalité change et l'Égypte est le pays le plus gravement concerné par la guerre, donc se retrouve en fait au centre des négociations et en fait ce sera le cas pour la suite aussi. Alors, il faut savoir que l'Égypte est confrontée à la géographie comme toujours. Hein. Il faut savoir en fait que l'Égypte est confrontée à un ensemble sans précédent de défis simultanés, au-delà de l'économie, qui ont d'énormes implications pour sa sécurité nationale. Ça inclut la guerre actuelle chez ses voisins, donc au Soudan et au Libye, et l'échec continue à résoudre le différend avec l'Éthiopie concernant le barrage de la Renaissance sur le Nil bleu. Et enfin, comme on le sait, les Houthis au Yémen ont perturbé le transport maritime dans la mer Rouge, ce qui a déjà un impact très significatif sur les revenus du canal de Suez. Le président égyptien parle d'une baisse de 40 à 50% des revenus depuis le début de l'année. Et vous nous dites, Léa, que plusieurs facteurs et dilemmes déterminent finalement le positionnement égyptien, d'abord en ce qui concerne Israël. Alors oui, en ce qui concerne Israël, les relations sont essentielles pour les deux pays, au niveau sécuritaire et au niveau économique. Maintenant, même si la paix reste froide et j'ai envie de dire parfois même glaciale, aucune volonté de révoquer le traité de paix, de risquer d'aliéner les Américains et leurs milliards en aide militaire, ni ouvrir un fonds très coûteux pour l'Égypte, ou encore devoir s'occuper de Gaza. Alors, les tensions se sont accrues quand Israël a suggéré que les Palestiniens pourraient trouver refuge dans le Sinaï, en Égypte. Pour les Égyptiens, c'est vraiment la ligne rouge. Et Israël s'est rétracté en disant que ce passage est fermé pour le moment. Ils ont un peu reculé. Il n'empêche qu'Israël continue à faire pression sur l'Égypte à ce sujet. Et la presse israélienne, très intéressant, a été très vocale quant au refus égyptien d'accepter les réfugiés palestiniens. Parce que si vous vous souvenez, Steve, pendant des années, on parlait du siège sur Gaza, mais c'était la faute des Israéliens et c'était en fait un accord tacite entre Israël et l'Égypte qu'on ne mentionne pas l'Égypte sur ce sujet. On les a laissés tranquilles en fait. Et en ce qui concerne donc les Palestiniens, qu'en est-il ? Alors, les relations entre l'Égypte et les dirigeants de l'autorité palestinienne, du Hamas et du djihad islamique palestinien ont vraiment connu des hauts et des bas. L'Égypte considérait le Hamas non seulement comme un obstacle à une solution permanente au conflit israélo-palestinien, mais aussi comme un allié des frères musulmans. À la recherche d'une stabilisation régionale, les dirigeants de l'Égypte et d'autres États arabes soutiennent en privé le même résultat post-guerre. C'est-à-dire qu'une restauration en fait éventuelle de la gouvernance à Gaza par l'autorité palestinienne ou l'OLP réformée, ce qu'on appelle l'OLP réformée.
En ce qui concerne les réfugiés palestiniens, puisque c'est de ça qu'il s'agit, Oui. d'après les Égyptiens, il y a 600 000 réfugiés soudanais en Égypte. L'Égypte se considère comme terre d'accueil, etc. Mais en vrai, l'Égypte ne peut pas gérer une autre vague de réfugiés. En ce qui concerne les Palestiniens, c'est toujours plus compliqué. Aujourd'hui, l'Égypte reste extrêmement préoccupée par une vague anticipée de radicalisation palestinienne résultant de la guerre et dont les retombées risquent de se faire ressentir dans le Sinaï si jamais l'Égypte ouvre sa frontière. C'est-à-dire qu'il va se passer ce qui se passe aujourd'hui au Liban, des factions palestiniennes radicalisées. Les Égyptiens partagent la responsabilité du blocus de Gaza, on l'a dit, d'accord. Ils renforcent d'ailleurs ces derniers mois la frontière par crainte de voir les Gazaouis essayer de passer la frontière. Donc en fait, les Égyptiens font face à une situation vraiment impossible, un catch-22 comme on dit en anglais. D'un côté, ils ne peuvent pas accepter le déplacement de la population gazaoui qui serait considéré un transfert par le monde arabe, donc vraiment ils ont. Mais de l'autre, on les accuse quand même de ne pas les aider en laissant la frontière fermée. Donc en fait, ils ne peuvent pas gagner ce truc. Quelles sont les inquiétudes sur le plan sécuritaire du Caire? Alors, on sait qu'Israël a dit, en tout cas pour l'instant, que le contrôle du corridor de Philadelphie et la frontière de Rafah à Gaza après la guerre sera contrôlé par les Israéliens, une position que l'Égypte rejette complètement. Mais l'Égypte nie d'ailleurs de faciliter l'entrée d'armes à Gaza via les tunnels. C'est ça le gros sujet. Les dirigeants égyptiens sont réticents à prendre les risques politiques. Ce qui est un mensonge, évidemment, bien sûr. Ils sont accusés, ils le nient, vraiment ça les met en rogne, mais les armes, elles sont passées par quelque part, elles sont donc passées par les tunnels de Gaza, du côté égyptien. Les dirigeants égyptiens sont aussi réticents à prendre les risques politiques et militaires à Gaza après la guerre. Donc le président Sisi a refusé, par exemple, une proposition américaine de gérer temporairement la sécurité de Gaza, arguant que l'idéologie du Hamas ne peut pas être éradiquée et que ses militants continueront leurs opérations. L'Égypte et d'autres pays arabes voudraient éviter de se retrouver au centre d'une insurrection qui entraînerait sûrement des grosses pertes, y compris civiles. On parle des Palestiniens. Ils doutent aussi de la capacité de l'autorité palestinienne à être réformée, à regagner une acceptation large à Gaza. Cela dit, l'Égypte et d'autres pays arabes seraient probablement disposés à envisager de jouer un rôle dans la sécurité post-conflit, à condition qu'un ensemble clair de conditions soit établi. On ne va pas rentrer là-dedans, on en parlera à une autre occasion. Je vais juste terminer en rappelant que l'Égypte est confrontée à une grosse crise économique avant même la guerre de Gaza, dont les impacts s'ajoutent en fait à ceux de la guerre en Ukraine. La perte de revenus de la réexportation de gaz israélien, une baisse énorme du tourisme dans le Sinaï et une baisse du trafic maritime dans le canal de Suez, donc dû aux attaques des Houthis. Ces problèmes aggravent la dette insoutenable de l'Égypte et la crise du coût de la vie. La dernière chose dont l'Égypte a besoin maintenant est un front avec Israël et avec les factions palestiniennes qui déstabiliseraient le Sinaï et donc en fait l'Égypte. L'Égypte a bénéficié il y a quelques semaines de la reconduction d'une subvention européenne justement pour gérer à la fois cette condition de crise économique, mais aussi la question des réfugiés. Merci beaucoup Léa Landman d'avoir été avec nous comme chaque semaine. On peut vous réécouter sur radioj.fr et vous retrouver en vidéo sur notre chaîne YouTube. Bonne fin de semaine et à la semaine prochaine et à jeudi prochain. Merci Steve, à jeudi.